On était en train d'établir la liaison avec le président fondateur du CRI. Il s'appelle Abel Naki. Il est en France présentement. Il est président fondateur du CRI panafricain pour l'émancipation et la libération de l'Afrique. Monsieur Naki, bonsoir. Bon après-midi à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'accepter de répondre comme ça à nos questions. Vous êtes un acteur très intéressé, très concerné par l'actualité sur le continent noir. Vous êtes africain d'origine d'ailleurs. Et ce que je voulais vous demander, vous avez pris part à une sorte de colloque où il y avait le journaliste Charles Onana, celui qui a écrit un livre qui est interdit Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui est interdit en Côte d'Ivoire, qui est disponible dans les libraires seulement, semble-t-il, en France. Vous avez pris part avec d'autres personnalités à un colloque et l'avocat de Jean-Pierre Bemba, qui est un autre Africain qui est à la Cour pénale internationale, a déclaré que la CPI n'a rien de sérieux contre Gbagbo. C'était avant le report de cette audience pour 2014 de confirmation d'infirmation des charges. D'abord, dites-moi comment ça réagit dans les milieux que vous fréquentez. Écoutez, les milieux que nous fréquentons, la réaction par rapport à la décision, donc au communiqué de presse de la CPI, signifiant que le verdict est reporté, demandant donc à la procureure d'approfondir ses enquêtes parce que le dossier qui a été présenté par le procureur Ocampo, les charges qui contiennent ne sont pas suffisantes. Alors nous, ici, en tout cas dans le milieu africain, même dans le milieu occidental, les journaux, les médias en parlent pour dire que effectivement la CPI, donc le procureur a eu, on va dire, depuis le avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, donc depuis le 29 novembre 2011 que le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, jusqu'à aujourd'hui, on est pratiquement à 2 ans, 2 ans de procédure. Donc en 2 ans de procédure, le procureur de la République, le procureur de la CPI, n'a pas eu le temps, avec tous les moyens qu'il avait, donc soutenu par le pouvoir en place de M. Dramane Ouattara, soutenu aussi par la communauté internationale, soutenu par la CPI elle-même, n'a pas eu le temps de fournir des preuves tangibles contre le président Laurent Gbagbo. Et ce sont les juges de la CPI qui le disent. Donc pour nous, aujourd'hui, nous le prenons comme une mini-victoire. Une mini-victoire, mais ce n'est pas une victoire sur laquelle nous allons nous coucher sous nos lauriers et croiser les bras. Nous disons que c'est un signal que la CPI nous a envoyé pour dire que effectivement, il faut que les Africains, il faut que les Ivoiriens, il faut que tous ceux qui sont épris de paix et de justice, donc les démocrates du monde entier, puissent se lever et demander tout simplement la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo. Donc c'est un sentiment en même temps de joie, mais c'est un sentiment aussi de méfiance que nous avons, parce que nous savons aussi que le cas Jean-Pierre Bemba, dont vous avez parlé de son avocat avec qui nous avons eu ce colloque, disait que effectivement le cas Jean-Pierre Bemba nous montre un peu le cas similaire au président Laurent Gbagbo. Jean-Pierre Bemba a été poursuivi, donc a participé à la confirmation des charges. Effectivement, les juges ont dit que les charges n'étaient pas suffisantes, les enquêtes n'étaient pas suffisantes. Il fallait que le procureur refasse des enquêtes. Mais bien après, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une séance de procédure, donc de procès avec Jean-Pierre Bemba. Donc nous sommes méfiants. Nous sommes dans la joie, mais en même temps nous sommes méfiants pour ne pas que le cas de Jean-Pierre Bemba arrive au président Laurent Gbagbo. Donc voilà un peu comment nous percevons cette sortie des juges de la CPI, et nous disons que la mobilisation continue, les tractations continuent, et il ne faut pas qu'on baisse les bras.
Ok. Les juges ont souhaité encore examiner des éléments supplémentaires sur comment, quand et par qui le plan présumé d'attaquer la population civile a été adopté, des informations spécifiques sur les rencontres auxquelles ce plan a été prétendument adopté, et selon les accusations du procureur, je rappelle qu'elle est d'origine gambienne, c'est Madame Fatou Bensouda qui a remplacé l'Argentin qui était à la tête de la CPI. Les attaques qui seraient commises, disons-le comme ça, par les forces pro-Gbagbo entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Ma question, est-ce que vous croyez que ces preuves-là supplémentaires existent quelque part? Sinon, comment vous pensez, est-ce que vous croyez que ces preuves-là existent d'abord? Mais déjà, moi, je peux vous dire que porter le procureur, qu'un obus serait tombé et nous avons regardé pour savoir comment est-ce que ça se manifeste lorsqu'un obus tombe dans un endroit donné. Alors, quand l'obus tombe dans un endroit donné, c'est dans un rayon de au moins minimum 100 mètres que les impacts se font ressentir. Alors, comment est-ce que dans un marché, et nous connaissons comment les marchés africains sont constitués, il y a des tables partout, il y a des femmes partout, il y a des enfants partout, rien n'est structuré dans nos marchés en Afrique. Alors, imaginez-vous un obus qui tombe sur un marché et bizarrement, cet obus a une intelligence de tuer que des partisans de Dramane Ouattara. Alors, nous tombons des nues quand un procureur de la CPI, donc d'une cour internationale, qui a tous les moyens à sa disposition, avance de tels propos, de telles preuves. Nous disons que ce sont des preuves qui ne tiennent pas. Et nous saluons, en tout cas, nous saluons la vigilance des juges, des 3 juges qui ont vu clair dans le dossier et on fait ressortir que effectivement ces preuves-là ne sont pas vérifiées, ne sont pas approfondies et ces preuves-là ne pèsent pas contre le président Laurent Gbagbo. Un obus ne peut pas tomber dans un marché africain et tuer seulement que des ressortissants du Nord, tuer seulement que des partisans d'un seul camp. Alors quel est cet obus qui est intelligent et qui reconnaît les visages et qui dit bon, moi je décide de tomber sur un pro-Ouattara, je décide de tomber sur un ressortissant du Nord, je décide de tomber sur quelqu'un qui soutient Dramane Ouattara. Donc ce sont des preuves qui sont farfelues et qui ne tiennent pas la route. Ne serait-ce que ça seulement, ça devrait amener les juges à abandonner donc la poursuite contre le président Laurent Gbagbo et à procéder à sa libération pure et simple. Vous avez suivi l'audience de confirmation des sages. On nous a présenté une vidéo qui a été tournée au Kenya. Où on voyait un homme qui est en train d'être brûlé vif. Mais cette vidéo est bel et bien authentifiée au Kenya et ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. Donc déjà pour cette seule preuve, on devrait pouvoir libérer le président Laurent Gbagbo. Donc ce sont des preuves qui ne tiennent pas et je ne saurais pas le dire si le procureur en 2 ans n'a pas pu avoir des preuves tangibles. Ce n'est pas en 6 mois que le procureur va pouvoir trouver des preuves pour inculper le président Laurent Gbagbo. Ces preuves n'existent pas. On a tenté de joindre l'avocat principal du conseil de défense du président Gbagbo. Ça n'a pas encore porté fruit, mais on espère. Dites-moi, quand par exemple dans ce document de 25 pages qui a été rédigé en anglais d'ailleurs et mis en ligne sur le site de la CPI, on dit que la majorité de ces incidents qu'on reproche au camp Gbagbo avait été prouvé uniquement par des oui-dire anonymes tirés de rapports d'ONG, de l'ONU et d'articles de presse. Est-ce que ça signifie, à votre avis, que normalement le président aurait dû déjà être libéré? Moi, je pense que le président aurait déjà dû être libéré depuis même la lecture du DCC, donc du document contenant charge. Nous venons de rattraper M. Naki. Monsieur Naki, on vous écoute. Oui. Voilà, donc je disais que effectivement les preuves donc du procureur étaient basées sur des rapports d'ONG, des rapports d'associations internationales. Donc ces associations internationales, quand on rentre dans le fond de comment elles sont organisées, nous savons très bien que ce sont des associations qui militent et très souvent qui travaillent pour des grandes puissances, qui travaillent pour l'Occident, qui travaillent pour
pour ces grandes puissances impérialistes. Donc, elles ne peuvent que donner des informations qui peuvent aller dans leur sens. Et on ne peut pas baser une juridiction sur des rapports d'ONG, des rapports d'associations internationales. Ça, c'est un. De deux, au vu de toutes ces choses, quand on sait qu'effectivement, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse de la part du procureur. Aujourd'hui, les victimes dont on parle ne sont pas nominées. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'examen, sinon de contrôle médico-légal pour prouver effectivement que ces personnes-là ont été tuées tel jour, dans tel endroit. Mais c'est justement ça que les juges ont vu et ont trouvé bon que les preuves ne sont pas suffisantes pour confirmer les charges. Donc, à notre avis, il aurait fallu que le président Laurent Gbagbo soit libéré purement et simplement, au vu et au su de toutes les preuves que le procureur a apportées. Déjà même la vidéo qui a été tournée au Kenya devrait pouvoir permettre aux juges de dire que c'était une affaire qui n'était pas sérieuse, une affaire qui a été montée de toutes pièces et dont aucune enquête n'a été menée. Bon, alors, je ne sais pas, je suis convaincu que vous êtes au courant que le président de l'Union africaine, le premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn, avait accusé la CPI de mener une chasse aux sorcières, une sorte de chasse raciale contre les Africains. Est-ce que ce qui a fait réagir d'ailleurs Madame Bensouda, alors qu'elle était dans un débat à l'ONU, elle a dit que nous savons tous qui sont les voix qui dénoncent la CPI, qui pensent que nous sommes un tribunal contre les Africains. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Mais effectivement, le Premier ministre éthiopien a tout à fait raison. Mais bon, l'Union africaine arrive un peu tard dans le dossier, mais mieux vaut tard que jamais. L'Union africaine a tout à fait raison de dire que c'est une cour qui fait la chasse aux sorcières. Et c'est une cour qui poursuit que des Noirs, que des Africains. On a connu le cas de Charles Taylor, on connaît le cas de Bemba. Et quand vous allez sur le site de la CPI, tous ceux qui sont inculpés, mais ce ne sont que des Africains. Ce ne sont que. Est-ce qu'il y a seulement des Africains qui tuent dans ce monde? Quand on regarde la guerre en Syrie, on voit très bien que la France et la communauté internationale enlèvent l'embargo, donc suppriment l'embargo sur les armes en Syrie. Pourquoi? Pour un seul but, pour armer des rebelles. Des rebelles qui vont faire quoi? Des rebelles qui vont tuer la population. Des rebelles qui vont tirer, ils vont utiliser ces armes lourdes pour tirer sur la population civile. Alors ceux-là qui prennent ce genre de décisions, quand nous savons que dans les années 90, George Bush avait inventé en tout cas une histoire sur Saddam Hussein et a permis le bombardement de ce pays et qu'aujourd'hui ce dernier se trouve peinard chez lui aux États-Unis. Donc nous disons qu'effectivement cette cour pénale internationale est une cour raciale, une cour qui a été créée pour simplement aller contre les intérêts des Africains, pour poursuivre les Africains et déporter tous ceux qui, un temps soit peu, ont cette volonté de vouloir développer leur pays. Nicolas Sarkozy qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy qui a commandité l'armée française pour bombarder un palais présidentiel. Il y a eu des morts. Mais où il est aujourd'hui, il n'est plus président, il n'est pas poursuivi, il n'y a aucune plainte contre lui, la CPI ne fait rien pour venir enquêter sur Nicolas Sarkozy. Pourtant, la France est signataire du statut de Rome. Alors, voilà toutes ces choses qui nous permettent de dire qu'effectivement, nous sommes d'accord avec l'Union africaine, avec le Premier ministre éthiopien qui dit que cette cour est une cour raciale, est une cour qui poursuit que les Noirs. Et ça, il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, une pétition a été mise en ligne par de nombreux Africains qui demandent le retrait de tous les pays africains de la Cour pénale internationale, donc du statut de Rome. Ok. Alors, il y a également ce rapport, le rapport d'Amnesty International du 28 mai 2013. Ça a été présenté à Cocody, en Côte d'Ivoire. L'Organisation de défense des droits de l'homme est revenue sur les enjeux du procès du président Laurent Gbagbo pour dire que la CPI joue sa crédibilité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi, je pense que c'est la vérité.
ce n'est pas le procès du président Laurent Gbagbo auquel nous assistons. Nous assistons au procès de la Cour pénale internationale. Nous assistons au procès de la communauté internationale et nous allons assister au procès de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU. Parce que, voyez-vous, voici un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, dans lequel il y a eu des élections en 2010, novembre 2010. Et lorsque ces élections ont eu lieu, le président Laurent Gbagbo les a gagnées parce qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel ivoirien. Nous sommes en France, nous avons assisté aux élections françaises. Lorsque le Conseil constitutionnel a décidé que c'était François Hollande qui a gagné ces élections, aucune mouche n'a bronché. Tout le monde s'est aligné sur cette décision. Pourtant, on sait que dans des élections partout dans le monde, même dans les pays à grande démocratie, on sait qu'il y a toujours des irrégularités. Il y a quand même par-ci, ça et là, des irrégularités. Mais lorsque le Conseil constitutionnel décide et dit qui a gagné, tout le monde s'aligne. Pourquoi ça n'a pas été fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi en Côte d'Ivoire, lorsque le Conseil constitutionnel a dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, il n'y a pas eu... pourquoi tout le monde ne s'est pas aligné sur la décision du Conseil constitutionnel? Donc nous sommes d'accord que effectivement ce qui se fait là ne rentre pas, en tout cas en compte de droit universel. Et donc alors la suite des choses, vous voyez ça comment, monsieur Naki? Comment vous voyez l'avenir de ce prisonnier célèbre qu'est Laurent Gbagbo? Oh, ça me plaît bien cette phrase, prisonnier célèbre. Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui le prisonnier célèbre. Il est devenu aujourd'hui, il est au centre de toutes les discussions internationales. Le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui au centre de toutes les discussions diplomatiques, parce que la CPI, la Cour pénale internationale, la communauté internationale s'est trompée sur le cas du président Laurent Gbagbo. Et donc aujourd'hui, la suite des choses, nous allons continuer, nous, en tout cas, la mobilisation pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Mais une chose est sûre, et nous savons qu'au niveau de la CPI, tous les 120 jours, la question de la liberté provisoire est remise sur la table des juges. Donc je pense, pour ma part, que le conseil du président Laurent Gbagbo, donc Maître Atit, va, dans les jours qui viennent, procéder à la demande de liberté, mise en liberté provisoire de son client qui est le président Laurent Gbagbo. Et je ne crois pas que cette fois-ci la CPI puisse refuser cette liberté provisoire. Parce que quand on est tous passés un jour ou l'autre devant une cour, une juridiction, lorsque on dit que les preuves ne sont pas suffisantes ou les preuves ne sont pas assez suffisantes, je pense que le client a le droit, l'accusé a le droit de demander une liberté provisoire. Et les 120 jours vont tomber au début du mois de juillet et nous croyons très fermement que la CPI va une fois de plus lire le droit. De la même manière, ils ont regardé le dossier de près. De la même manière, ils ont vu que le procureur n'a rien fait. De cette même manière, ils pourront libérer de façon provisoire pour l'instant le président Laurent Gbagbo afin que la CPI puisse jouer sa crédibilité. Parce que c'est un procès non pas pour le président Laurent Gbagbo, mais c'est le procès de la communauté internationale, c'est le procès de la CPI elle-même et c'est le procès de l'Organisation des Nations Unies. OK. Et vous pensez que le président Gbagbo, au moment où l'on se parle, j'écoutais son avocat hier parce qu'on diffusait une déclaration de son avocat qui dit qu'il ne pense pas à lui, il pense à son pays, il pense à l'Afrique, parce qu'il est devenu désormais, c'est plus un leader ivoirien, c'est un leader africain, c'est un leader international, Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que la CPI va faire fi de la politique, parce qu'il y a de la politique là-dedans. On n'est pas dans une affaire de droit. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Est-ce que vous pensez que la politique perdra la partie face au droit dans ce cas-ci lors de cette demande de libération conditionnelle, provisoire? Moi, je pense que la CPI ne va pas s'entêter à faire de la politique dans cette juridiction. L'avocat du président Laurent Gbagbo a
je crois, à plusieurs reprises, demandé la liberté provisoire. Je crois 2 ou 3 fois, elle a été refusée. Elle a été refusée. Les raisons qui ont été avancées, ils ont dit que oui, le président Laurent Gbagbo a beaucoup de soutien, le président Laurent Gbagbo est trop aimé, le président Laurent Gbagbo déplace du monde, il y a du monde qui se mobilise pour lui, donc ils craignent qu'une fois libéré provisoirement, il ne puisse plus répondre lorsque la CPI le fera appel. Nous disons que voici aujourd'hui 2 ans que le président Laurent Gbagbo est à la CPI. Pendant qu'il est là-bas, aucune agression n'a eu lieu. Nous avons fait des manifestations, des milliers de manifestations, à La Haye, à Paris, en Europe, un peu partout dans le monde. Tout s'est toujours bien passé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se baser sur le fait que le président Laurent Gbagbo va fuir ou va pas répondre à quoi que ce soit pour le maintenir en prison. S'ils le font, la communauté internationale, donc la CPI, détiendra un Africain digne fils de l'Afrique en otage. Et ça, l'appel que nous lançons, c'est un appel panafricain. Il faudrait que les Africains, les démocrates, en tout cas tous ceux qui sont épris de paix et de justice, nos frères des Caraïbiens, en tout cas tous ceux qui ont la peau noire, devraient se saisir de ce dossier du président Laurent Gbagbo, devraient pouvoir s'associer à ce combat de libération afin de demander la libération du président Laurent Gbagbo. C'est une chance que nous avons. Dans le temps, il y a eu Sankara qui a été tué, il y a eu Kwame Nkrumah qui a été tué, il y a eu Patrice Lumumba qui a été tué. Aujourd'hui, il y a Laurent Gbagbo qui vit encore et qui est à la CPI, qui n'a rien fait et qui se trouve à la CPI. Pendant que celui qui a provoqué le désordre en Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas gagné les élections, qui n'a pas été investi par le Conseil constitutionnel, aujourd'hui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais non seulement il est à la tête de la Côte d'Ivoire, il tue, il pille, il viole. Donc aujourd'hui, ceux qui devraient être à la place du président Laurent Gbagbo sont en train de se pavaner en Côte d'Ivoire. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit dire non à cette autre forme de déportation, d'esclavage et de domination, cette autre forme de recolonisation. Les Africains devraient se réveiller, les Africains devraient se lever comme un seul homme pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Bon, alors, je sais aussi que votre mouvement, le cri panafricain pour l'émancipation et pour la libération de l'Afrique, est en campagne. Vous serez du côté des États-Unis le 6 juillet. C'est ça, pour une campagne, une soirée. Vous allez être le conférencier. Qu'est-ce que vous iriez dire là-bas? Eh bien, déjà, c'est la première fois que je vais aller aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est un moment important. J'y vais pour 2-3 raisons. La première raison, je vais pour honorer de ma présence, en tout cas, à cette levée de fonds qu'organise la représentation du CRI panafricain à Philadelphie, pour aider, en tout cas, pour aider à lutter contre l'utilisation des enfants soldats aujourd'hui. Et aussi, la deuxième chose, j'y vais pour organiser ce qu'on appelle la caravane de la liberté, la caravane américaine de la liberté. Alors, elle consiste à aller dans des grandes rues, en tout cas des États-Unis, des différents États que nous allons parcourir. Nous allons déployer ce qu'on appelle la banderole de la liberté, sur laquelle il y a l'effigie du président Laurent Gbagbo. Et nous allons demander aux Américains, après leur avoir expliqué la crise ivoirienne, nous allons leur demander de signer sur la banderole. C'est comme une pétition ambulante. Et ça, nous allons sillonner toute l'Amérique pour sensibiliser, pour informer les Américains, pour informer les Afro-Américains, pour informer tous les Africains qui vivent aux États-Unis et dans les environs qu'il est temps que l'Afrique se réveille, il est temps que l'homme noir se réveille. C'est vrai, il y a eu les Martin Luther King, il y a eu les Malcolm X, il y a eu beaucoup de grands hommes américains noirs qui ont lutté pour la survie de l'homme noir. Je pense que notre génération-ci doit prendre le relais et que nous nous réveillons pour que plus jamais un fils de l'Afrique ne soit déporté de la sorte et que nous puissions demander tous ensemble la libération du président Laurent Gbagbo. Est-ce que dans votre itinéraire, vous prévoyez un tour ici au Canada, à Montréal? Nous prévoyons un tour à Montréal. Nous n'avons pas encore de contact là-bas. De toutes les façons, nous serons à Philadelphie, donc aux États-Unis, du 25 au 2 août. Donc, nous allons faire 1 mois et demi.
Les camarades peuvent toujours nous appeler, peuvent toujours nous contacter pour que nous puissions faire un tour à Montréal, nous puissions faire un tour au Québec et au Canada. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes Abel Naki, président fondateur du mouvement CRI panafricain pour l'émancipation et la libération de l'Afrique. On vous a joint en direct de Paris, où vous êtes basé. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci. Prenez soin de vous, bye bye. Prenez soin de vous, bye bye.